Bonjour à tout le monde, à tous ceux que j'ai pas rencontrés. Moi, je m'appelle Piternel et je suis chargée de mission à Oreina. Bienvenue donc à à cette première séance de Labo Lépido qui va se concentrer sur les Oplodrina. Avant de passer la parole à David Demerges qui va vous présenter cette séance et vous donner plus d'histoire et d'astuces dessus, j'aimerais juste prendre quelques minutes de votre temps pour vous donner un peu de contexte derrière cette série et pourquoi on a décidé de le faire. Donc, pour ceux qui sont là, j'imagine que vous êtes déjà tous assez familiers avec le plateforme Artemisiae, qui est notre plateforme collaborative chez Orena. Mais pour ceux qui sont un peu moins familiers, je vais vous présenter un tout petit peu qu'est-ce que c'est. Donc, Artemisiae, c'est notre plateforme qui est dédiée à la collecte, à la validation et à la visualisation des données des Lépidoptères de France. Donc, on a environ 1400 membres maintenant et on reçoit en moyenne 1000 nouvelles observations par jour. Et comme vous voyez sur l'image ici, on a dépassé les 2 millions d'observations. Donc, c'est énormément et ça continue à monter. Mais un point très important, un point clé pour nous, c'est la fiabilité et la qualité des données qu'on a. Donc, non seulement ils sont ici disponibles pour tout le monde sur Artemisiae, donc pour tous ceux qui s'intéressent aux lépidoptères, à eux-mêmes augmenter en compétences ou partager leurs données, mais on partage aussi ces données avec le SIMP, qui est le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel, et aussi avec d'autres associations, par exemple pour créer des listes rouges. Donc, ils ont un rôle aussi dans la conservation et la gestion des lépidoptères. Donc, on met un point très important sur la qualité et cette qualité est assurée grâce à nos validateurs. Et ils sont en petit nombre et donc besoin de soutien. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a commencé à réfléchir à cette idée de l'apolépido, parce que le travail de validation comporte un aspect de contrôle de l'identification des observations qui y sont ajoutées et une identification d'une observation contribuée à optimiser, qui est déjà juste, qui a déjà les bons éléments, qui ont pris en compte les bons éléments et qui les signale bien, et ben ça facilite et ça accélère le travail des validateurs derrière. Donc, dans ce contexte, on a créé ce concept pour permettre une montée en compétences et des validateurs qui connaissent pas forcément tous les groupes de la même manière. Donc, l'idée, c'est que ce Labo Lépido, ce soit un premier pas vers d'autres groupes et d'autres familles et d'autres genres, mais aussi pour permettre une montée en compétences des contributeurs sur Artemisiae et des potentiels futurs validateurs. Et dans un objectif de partage de connaissances collectives et d'atteindre le plus de monde possible, on a décidé d'ouvrir les séances et de les rendre accessibles ici, maintenant, en ligne, à tout le monde qui souhaite venir, et aussi de les ajouter a posteriori sur notre page YouTube. Donc, ça viendra un peu plus tard. Donc, l'idée, c'est que c'est une série de présentations interactives qui va être animée par des experts ou des passionnés différents. Et chaque séance adressera une famille, un genre ou un complexe avec des conseils pratiques pour reconnaître, identifier et comprendre. Et ça devrait servir de premier pas vers la montée en compétences générale. Et cette première séance, donc, est présentée par David Demerges, qui est le président d'Orena. Et je vais maintenant lui passer la parole pour nous en dire plus. Super, merci Péternel et bonjour à tous. Alors, je vois là, on est 50, je trouve ça chouette. J'imagine que le labo Lépido numéro 2, on sera encore plus. Alors, ce que je vais faire, Péternel, je vais partager mon. Peut-être, tu peux arrêter ton partage. Ouais, voilà. Ok, super. Donc oui, voilà, on va rentrer assez vite dans le sujet. Alors, on a proposé les Oplodrina, ça aurait pu être les Oligia, ça aurait pu être plein de groupes, mais il faut commencer par un. C'est les Oplodrina. Aujourd'hui, l'idée donc c'est qu'on va voir un peu des aspects de détermination et puis de validation de données et qui va servir, comme l'a dit Piternel, aussi bien donc à nos validateurs qu'à nos observateurs. Alors pourquoi ce webinaire? Bon, je pense que Piternel a bien expliqué c'est Labo Lépido. On espère que c'est une longue série. Les Oplodrina, vous le savez quasi tous, c'est un groupe, un complexe d'espèces difficiles. Vous avez le nom anglais de Oplodrina octogenaria, le nom vernaculaire anglais qui en dit long, mais vous verrez que nos noms français sont pas beaucoup mieux et pas plus rassurants que ça non plus.
Donc voilà, l'idée c'est de se dire, ben, on commence sur un groupe et puis on va essayer collectivement d'en apprendre un peu plus. Donc l'objectif du webinaire, c'est à la fois d'avoir des petites clés hein, qui sont un peu hiérarchisées et pratiques, aussi bien pour les identifier que pour valider, ce que Peter Nell a dit, et valider avec le bon niveau. Quand je valide comment et avec quel niveau, ça c'est super important. Et puis de savoir quoi demander et quand demander des preuves complémentaires dans les interactions entre les validateurs et les observateurs. Donc c'est vraiment une montée en compétences pour tous. Et puis, ben, un validateur, quand il reçoit une photo, il prend la casquette souvent de déterminateur et il se retrouve des deux côtés aussi. Hein. Donc, on espère que ce webinaire voilà, intéressera tout le monde avec tous ces rôles-là. Quelques chiffres quand même sur les Oplodrina. Hein. Vous le savez peut-être, il y a 7 espèces en France et on les verra une à une. On a quand même plus de 7000, on a 7400 observations sur Artémisier. Il y en a encore 10% quasiment qui sont à valider, hein, et tout n'est pas validé avec un niveau vert foncé ou vert clair, puisque vous connaissez maintenant un peu tous les couleurs, donc soit du certain, soit du probable. On a évidemment des confusions fréquentes, donc ça nécessite beaucoup d'allers-retours, et avec des fois une difficulté à savoir comment faire les photos ou quoi collecter comme information quand on met un nom sur une donnée. Voilà. Donc je l'ai dit, hein, c'est un des complexes les plus difficiles, mais il n'est pas le seul. Rassurez-vous. Et puis, la problématique qu'il y a dans les Oplodrina, c'est qu'on a ben, pas mal d'espèces cryptiques avec des fortes variations individuelles, donc au sein soit d'une population ou au sein d'une espèce. On a aussi beaucoup de confusion hors genre, c'est-à-dire que ce n'est pas que les Oplodrina entre eux qui sont compliqués, mais c'est aussi des fois des confusions avec des genres proches, comme le genre Caradrina. Et puis des genres comme le genre Orthosia, on y reviendra. Et puis on peut aussi avoir quelques espèces qui sont méconnues et qui mériteraient d'être en lumière. On a assez peu de données, il peut y avoir plusieurs raisons. Hein. Ça peut être parce qu'une espèce est rare, mais aussi parce qu'on ne sait pas bien la collecter ou bien la signer. Alors, c'est pareil, un petit préambule avant d'aller plus loin. Le terme, je vais des fois employer les mots difficile et facile. En fait, difficile, c'est relatif et facile aussi. C'est-à-dire qu'on a des espèces qui sont en effet plus faciles à déterminer que d'autres. Je prends une espèce qui est commune comme Oplodrina ambigua, et là ce soir je vais utiliser que les noms latins. Ou voilà, en Plodrina ambigua, si on a un mâle et puis qu'on a des antennes, on arrive assez bien à s'en sortir. Des espèces comme Plodrina superstes ou respersa, avec un tout petit peu de pratique, on arrive aussi bien à s'en sortir. Pour autant, on a quand même quelques défis au sein de ces espèces faciles, c'est que des fois on peut se retrouver avec des femelles, et donc quand on dit que Plodrina ambigua c'est facile à déterminer à partir des mâles, comment on fait avec les femelles? On peut avoir des spécimens qui sont usés, qui sont abîmés. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de variations individuelles et puis on peut avoir des photos de qualité variable. Hein. Voilà, il y a à la fois les pratiques des observateurs, le matériel, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais on se retrouve aussi des fois avec des photos floues, des photos de loin. Et qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et puis quand on dit qu'une espèce est plus facile, ça ne veut pas dire qu'on peut être certain à 100% de la détermination. Donc ça va nécessiter des photos de très bonne qualité, d'avoir des photos qui permettent de voir les caractères visibles et que ce soit net. Et puis, vous le verrez aussi, mais on ne peut pas voir ça juste sous le spectre du taxon, de l'individu même. C'est que souvent, en fait, on va analyser un certain nombre d'éléments, que ce soit vous en tant qu'observateur ou validateur, pour donner un bon niveau de confiance à une détermination. Ça va être par exemple la cohérence qu'il peut y avoir entre la phénologie, donc la période de vol, l'endroit où l'individu a été collecté, et puis aussi ben, à quoi ressemble l'individu. Voilà. Alors l'expérience observateur, on l'indique ici. Nous, on a mis en place des petits outils de validation qui permettent en partie de s'en affranchir, mais ben, il ne faut quand même pas se leurrer non plus. L'expérience observateur joue quand même à un moment. Voilà. Et puis ça, je le remartèlerai plus loin, hein, il ne faut pas hésiter en cas de doute à dire, bah voilà, j'ai observé un Oplodrina au Rangor ou j'ai observé un complexe au sein des Oplodrina. C'est pas très grave, ça arrive. Voilà. Donc on va parler des 7 espèces françaises, on va regarder un petit peu qui elles sont et puis les problèmes qu'il y a dessus. Ensuite, on va parler d'un cas particulier avec une espèce qui a été réhabilitée en 2020, donc qui est une nouvelle espèce pour la France depuis. Les critères d'identification, on va parler très rapidement de génitalia et puis de DNA barcoding, et je vous expliquerai pourquoi c'est très rapide sur la partie génitalia. On va parler de validation, qu'est-ce que ça implique, tout ça dans la validation et pour les validateurs, et puis quelques cas pratiques.
Alors, vous avez la liste ici des 7 espèces d'Oplodrina qui sont présentes en France et vous avez les noms vernaculaires. Et vous voyez tout à l'heure, vous aviez le nom vernaculaire de Oplodrina octogenaria. Vous voyez qu'entre Oplodrina ambigua, qui s'appelle l'ambigu en français, et puis des espèces comme Superstes qui s'appellent Caradrine, on voit il y a probablement en fait des petits problèmes de compréhension de ce que sont ces taxons. C'est pour ça que je préfère aussi parler des noms scientifiques. Et puis vous avez comme ça de manière très schématique, mais ça donne quand même aussi quelques petites pistes de réflexion individuelle. Les statuts en France, qui sont basés en fait sur l'ensemble des données qui ont été collectées dans la base Artémisier. Et puis vous avez aussi les niveaux de difficulté. Et vous voyez que voilà, il y a des espèces où on arrivera peut-être à s'en sortir un peu mieux, comme Superstes, comme Respersa, ou même Ambigua, et puis des espèces qui semblent un peu plus compliquées. Et vous voyez qu'il y en a quand même pas mal qui sont compliquées. Voilà. Alors, on va commencer avec une des plus communes, qui est Oplodrina ambigua, donc l'ambigu. Je la considère comme une espèce facile. Pourquoi? C'est parce que si vous avez fait une observation, que vous avez une bonne photo et que la photo montre ce qu'il faut, on arrive de manière assez confiante à donner un nom sur l'individu. Donc, Oplodrina ambigua, c'est une espèce qu'on va retrouver quasi partout en France, qui est très largement répandue, qu'on va retrouver aussi bien en plaine qu'en montagne, et puis qui va occuper des milieux variés. C'est une espèce qui peut être très commune, par exemple, en zone urbaine ou périurbaine. Et ce qui est intéressant chez Ambigua, c'est qu'elle va voler très très tôt. C'est même l'espèce qui est la plus précoce parmi le genre. Et là, on rentre déjà dans un process de réflexion lié à la détermination, qui est de se dire, voilà, si j'observe un Oplodrina en avril, quelles sont les autres espèces qui volent? Et on se rendra compte, en fait, dans les graphiques de phénologie, que finalement, c'est une espèce qui... Elle est quasiment toute seule à voler à partir de fin mars et le mois d'avril. Donc ça devient intéressant. Après, c'est une espèce qui a 2 générations. Donc ça veut dire que peut-être dans la première génération et qui est précoce, on arrivera plus facilement à donner un nom et avec un niveau de confiance élevé que dans une deuxième génération où elle risque de se télescoper avec une autre espèce. Voilà. Alors parmi les critères d'identification, j'en retiens un qui est important et qui est peut-être pas très connu. C'est chez les mâles, en fait, que le mâle possède des antennes qu'on appelle fasciculées. Alors là, vous avez une vue un peu détaillée d'une antenne de mâle. Et vous voyez en fait que c'est une antenne qui possède des dents que d'un côté. Donc, ce qui est un peu différent, c'est différent de la pectination et de la bipectination. Et ces dents, elles sont importantes. Elles font en fait la taille au milieu de l'antenne. Elles font la taille du diamètre de l'antenne. C'est-à-dire qu'avec une très bonne photo, ou si vous avez gardé l'individu et que vous le regardez sous la loupe binoculaire sans même faire les génitalia, à partir du moment où vous avez repéré que c'est un mâle, puisque finalement la difficulté c'est de savoir que c'est un mâle, vous arrivez très vite en fait à séparer Ambigua des autres taxons du genre. Et puis ce qu'on peut regarder, ce qui va être important dans la diapo d'après, c'est que les stigmates, c'est ce que vous voyez là, donc les grandes taches rondes. Je ne sais pas si on voit ma souris. Peut-être pas, c'est peut-être petit. Mais en fait, vous avez donc une première tache centrale qu'on appelle la réniforme, hein, qui a une forme de rein, qui est la plus extérieure de l'aile. Et puis plus centrale, vous avez un autre stigmate qu'on va appeler l'orbiculaire. Ces 2 stigmates-là sont bien séparés, bien visibles. Et la plupart du temps, ils ont une couleur qui est assez proche en fait du fond. Elles sont relativement concolores par rapport au reste de l'aile. Un point qui est important aussi, surtout chez le mâle, c'est que vous avez la côte de l'aile, donc la costa de l'aile antérieure qui est claire. Et ça, vous pouvez assez vite, lorsque vous avez un individu qui a une côte claire, le séparer d'une espèce comme par exemple Oplodrina blanda ou Octogenaria. Voilà. Alors après, la couleur peut être variable. Vous le voyez là, ici, vous avez donc à gauche un mâle et à droite une femelle. Vous voyez que les couleurs peuvent varier. Ce qui va être intéressant chez cette espèce par rapport au trio infernal, qui est donc Oplodrina ambigua, Octogenaria et blanda, c'est que aussi bien chez le mâle que la femelle, c'est que les ailes postérieures sont très claires, et particulièrement chez le mâle. Voilà. Alors, comme c'est une espèce qui vole tôt, peut y avoir quelques confusions et on en a régulièrement sur le portail Artemisiae. C'est la confusion qu'il y a avec un autre genre, qui est le genre Orthosia, et avec une espèce qui est très commune, qui est Orthosia cerasi. Donc vous avez à gauche Orthosia cerasi, à droite Oplodrina ambigua. Et vous voyez très vite chez le mâle aussi que chez Orthosia cerasi, le mâle il a des antennes très fortes, très pectinées, hein, qu'elles sont même bipectinées. Donc ça, c'est un critère diagnostique. Si vous n'avez pas un mâle et que vous avez devant vous une femelle, en fait, il faudra regarder
regardez cette ligne-là qui est surlignée de jaune, qu'on appelle la ligne submarginale, et qui est relativement droite chez Orthosia cerasi, et qui au contraire est en zigzag chez Orthosia ambigua, Oplodrina ambigua. Et donc à partir de là, vous arrivez très très vite en début de saison, on va dire entre fin mars et le mois de mai, où vous pouvez avoir les deux qui volent. Vous arrivez assez vite à séparer les deux. Donc vous avez en dessous les critères diagnostiques principaux. Alors on va parler d'une espèce qui est un peu moins facile, d'ailleurs j'ai mis difficile, c'est sa congénère qui s'appelle Oplodrina blanda, la noctuelle du pissenlit, qui elle aussi est très largement répandue, qu'on va pouvoir trouver en plaine et en montagne, et qui elle aussi est dans des milieux très variés, y compris en zone urbaine et périurbaine. Elle est aussi souvent en contact avec Ambigua, mais aussi avec une autre espèce qu'on va voir après. Et là, si vous regardez l'antenne du mâle, on voit plus du tout de fascicule sur l'antenne du mâle. Vous avez une antenne simple. Donc ça, voilà, la difficulté que vous allez avoir, du coup, c'est que si vous êtes devant Oplodrina blanda, il va falloir savoir que c'est un mâle, et si vous êtes devant Ambigua, il va falloir savoir que vous êtes aussi devant un mâle. C'est un peu la difficulté. Mais en tout cas, avec les antennes, vous avez un bon critère diagnostique. Alors, quelques petites astuces de terrain, c'est que Blanda, en général, sur le terrain, c'est une espèce qui paraît relativement lisse. Elle paraît même des fois brillante quand on la prend en photo. On a l'impression qu'elle luit un petit peu, qu'elle est très propre, alors que l'espèce d'après est un petit peu plus rugueuse et granuleuse. C'est pareil, là, dans ces labos lépidos, on aborde des complexes difficiles. Si on avait toutes les réponses tout de suite, vous les trouveriez très facilement dans un seul livre. Hein, ou sur Internet. Donc, ce que je vais vous dire, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte, pas de manière séparée, mais en les cumulant les uns avec les autres. Donc on a une bande médiane qui est généralement absente. Je vous parlerai après de ce que c'est que la bande médiane finalement quand on va regarder Octogenaria, mais c'est une ligne qui va traverser l'aile de haut en bas pour l'aile antérieure et qui va traverser la réniforme. Et vous voyez donc vous avez un mâle qui est à gauche, une femelle à droite, que sur le mâle on aperçoit un bout de bande médiane, plutôt vers la deuxième, le bas de l'aile, alors qu'on ne le voit pas du tout sur la femelle. Voilà. L'acosta est pas clair, donc ça permet aussi assez vite de faire la distinction. Du moins, quand vous avez une costa claire, vous savez que c'est ambigua et vous pouvez le sortir par rapport aux autres taxons qui ne l'ont pas. Voilà. Et puis, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, on aura un outil de comparaison là, mais vous voyez que les ailes postérieures sont un peu plus enfumées, particulièrement chez la femelle, avec la moitié de l'aile qui est enfumée. Donc, si vous avez déjà ne serait-ce qu'un individu qui est en activité ou que vous arrivez à montrer sur l'aile ou que vous avez une photo d'un individu de collection, vous pouvez très vite séparer Ambigua qui est très blanche des autres. Euh, Et voilà, j'ai sauté celui-là. Ensuite, le troisième là, de ce trio un peu infernal, c'est Oplodrina octogenaria. Et vous verrez qu'il arrivera aussi dans un autre binôme plus tard. C'est une espèce qui est là difficile, qui est aussi largement répandue, un petit peu moins fréquente peut-être que les deux autres, mais qu'on va pouvoir trouver dans des milieux variés et aussi trouver en contact avec les deux premières. L'antenne, c'est comme pour Oplodrina blanda chez le mâle, elle n'est pas fasciculée. Et comme je disais tout à l'heure, on a un aspect un peu plus rugueux qu'on va voir plutôt sur le terrain, même granuleux, par rapport à Blanda qui est beaucoup plus lisse et plus propre. La bande médiane, pour le coup, elle est généralement bien visible et on le voit particulièrement sur les mâles. Vous avez à gauche un mâle et on voit qu'il y a une bande qui est bien visible, qui part vraiment de la côte et qui arrive jusqu'à la base de l'aile antérieure. La costa est pas claire, donc comme pour Blanda. Et vous avez un aspect un peu plus brun chaleureux, on va dire, brun rougeâtre, que vous ne trouvez pas, par exemple, chez Oplodrina ambigua. Là aussi, et c'est même encore plus exacerbé qu'avec Blanda, vous avez des ailes enfumées, aussi bien chez le mâle que la femelle, qui a quasiment les ailes postérieures complètement enfumées. Alors, quand vous arrivez sur un individu, quelque chose que j'ai pas dit aussi ici, ce que vous voyez, c'est que les stigmates, donc réniformes et orbiculaires, paraissent très très sombres.
hein. Il se détache très très fortement chez cette espèce. Donc cumuler une espèce qui est brun chaud avec des stigmates qui se détachent et très foncés, une bande médiane qui est très forte, et puis si vous avez l'occasion de voir les ailes postérieures très enfumées, on a de fortes chances, notamment en plaine, d'être dans ce binôme Blanda-Octogenaria, plutôt proche de Octogenaria. Voilà. Mais souvent, quand même, dans ces deux taxons, on va être obligé de disséquer pour être sûr. Et puis, on va se retrouver Blanda avec une autre difficulté quand on va être en montagne, et j'en parlerai tout à l'heure. Là, juste à ce niveau-là, sur ces trois taxons que j'ai présentés, vous avez donc la présentation mâle et femelle pour chaque taxon de gauche à droite, et vous voyez que rien qu'avec les ailes postérieures, on arrive à s'en sortir. Vous voyez chez Oplodrina octogenaria cette bande médiane qui est très visible et fort contrastée par rapport aux deux autres espèces. Alors maintenant, comment on peut gérer la confusion possible entre les deux? Si vous n'avez pas de génitalia et que vous avez par exemple une photo qui est très bonne, de bonne qualité, donc assez proche, éventuellement et dans l'idéal avec une vue des postérieurs, que vous avez un spécimen qui est frais, par exemple une bande médiane qui peut être nette et très forte, il y a de fortes probabilités que vous soyez plutôt sur Oplodrina octogenaria. Si vous n'avez pas de bande médiane très forte, et voire même qu'elle est absente, et que vous vous retrouvez pas avec des antennes fasciculées pour le mâle ou que vous avez des ailes postérieures qui sont enfumées, vous avez de fortes possibilités d'être plutôt sur Oplodrina blanda. Et par contre, là où on va avoir besoin des génitalia, c'est quand vous avez un spécimen qui est usé, des caractères un peu intermédiaires, que la photo elle est insuffisante, pas assez par exemple de profondeur, de trop loin, ou que par exemple vous êtes sur une première mention départementale. Ça aussi, ça peut être intéressant de compléter avec les génitalia. Alors, qui c'est qui demandait quelque chose? Il y avait Alors, il quelqu'un y a une voulait question savoir de si. passer Ouais. la souris sur la bande médiane pour Alors, je vais revenir qu'on en puisse arrière. avancer. Alors, est-ce que vous voyez la souris si je passe sur la bande médiane, donc cette bande qui traverse l'aile antérieure, et je vais le montrer On voit. particulièrement sur Octogenaria, donc au centre de l'aile, et elle va en fait être adossée à la réniforme. Et donc, qu'est-ce qui va se passer côté validateur? C'est que si on a des critères qui sont relativement nets mais sans génitalia, on peut arriver à donner un niveau de validité qui est probable. D'accord? Voire même proposer à un agrégat, dire, bah voilà, vous êtes dans l'agrégat, on a des critères qui sont nets, on exclut Oplodrina ambigua pour ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis on va rester dans le complexe, par exemple, de Blanda octogenaria. Donc on a ces deux possibilités. Si vous avez maintenant des caractères qui sont peu visibles sans génitalia, la question se peut poser de se dire, bah voilà, j'ai un doute par rapport à cette observation. Je peux même dire que cette observation, en termes de validation, elle est non réalisable. Et puis, je peux aussi proposer, pour le coup, un agrégat soit fin, soit un agrégat plus large. Voilà. Et puis, si j'ai les génitalia, je vais aller beaucoup plus loin. Et je vais pouvoir mettre à un niveau très probable. Alors, je vais continuer maintenant avec les autres taxons, avec un taxon qu'on va considérer comme plutôt facile à identifier, qui est Oplodrina superstes, qui, elle, vole pendant la période estivale. C'est une espèce qu'on va trouver dans toute la France, mais qui est en train de enfin, potentiellement toute la France, qui se casse la figure, qui est en régression, en forte régression en plaine, et qui devient maintenant assez rare en plaine. Mais par contre, qu'on va retrouver assez facilement dans les milieux donc chauds et secs, particulièrement dans les milieux collinéens et montagnards, notamment dans le sud et l'est de la France. Alors, c'est une espèce, si on regarde tout de suite, là, elle a des ailes postérieures qui sont claires, donc on peut l'exclure très vite de Oplodrina octogenaria et blanda. Et le mâle va avoir des antennes qui sont des antennes fasciculées, donc comme blanda, mais courtes. C'est-à-dire que là, on n'est plus de l'ordre de la dent qui est égale au diamètre de l'antenne, mais on va être au demi-diamètre de l'antenne. Alors, évidemment, il faut une grosse loupe, éventuellement une loupe binoculaire, mais c'est quand même un critère qui est fiable. Et puis, ce qui va être intéressant chez cette espèce, parmi les critères principaux, c'est la série terminale de points noirs que vous pouvez voir aussi bien sur les postérieurs, hein, sur la frange de l'aile postérieure, que sur la frange de l'aile antérieure. Vous avez une série de points qui sont très visibles et qui se voient très très bien sur le terrain.
et qui d'ailleurs frappe un peu par rapport aux autres espèces que vous aviez vues maintenant. Et puis chez Oplodrina superstes, on va le voir plutôt sur la vue d'après, c'est que si vous le regardez en grand, il va avoir un aspect poivré, c'est-à-dire vous allez voir des écailles noires qui vont ponctuer en fait l'ensemble de l'aile. Et ça, c'est très caractéristique aussi. Donc vous couplez les points noirs très visibles sur le bord de l'aile et puis les écailles noires qui sont voilà en forme de un peu en mode poivre hein, sur le papillon et vous avez de très très fortes chances d'être sur un individu d'Oplodrina superstes et particulièrement si vous avez des points noirs sur le thorax. Il y a une autre espèce dans le sud dont on va parler tout à l'heure, Oplodrina hesperica, qui peut avoir cet aspect saupoudré très fin, mais qui a très très rarement, voire quasi jamais, d'écailles noires sur le thorax. Alors, je vous ai mentionné aussi un critère qui est, euh, qui est des fois illustré dans des livres spécialisés, qui est une distinction entre, par exemple, Oplodrina superstes et ambigua, qui joue à la fois sur la forme de l'aréniforme, qui est beaucoup plus petite, et puis qui est très très sombre, surtout sur la partie basse en fait de l'aréniforme chez superstes. Et vous avez aussi sur cette ligne qui est la ligne que j'évoquais en zigzag pour la séparer d'Orthosia cerasi tout à l'heure, sur cette ligne en zigzag vers le bas, vous avez un petit décrochement avec le bas de cette ligne submarginale qui termine en fait qui termine en allant vers ce qu'on appelle ici cette zone qu'on appelle le tornus. Voilà. Alors qu'elle finit droit chez Ambigua. C'est des petits critères supplémentaires qui ne sont pas les critères les plus discriminants, mais qui peuvent aussi aider et conforter dans la diagnose. Donc, à se rappeler pour superstes, les points noirs, aussi bien sur les postérieurs, les antérieurs, que le côté poivré. Maintenant, une espèce beaucoup plus grise et très très sombre. Vous voyez tout de suite, hein, la femelle, elle a les ailes postérieures qui sont très enfumées et qui se reconnaît assez facilement, notamment pour un critère principal qui est la taille et la forme de ce qu'on va appeler l'orbiculaire, hein, donc cette petite tache, oui, orbiculaire, cette petite tache centrale. En fait, elle est vraiment toute petite et elle va plus se rapprocher d'un autre groupe dont on va parler tout à l'heure, qui est le genre Caradrina. Donc elle n'est pas entourée par une zone claire. Vous avez un aspect grisé de l'aile générale avec des points noirs aussi sur le bord de l'aile antérieure, mais pas sur le bord de l'aile postérieure. Ça, couplé avec cette petite tache particulière, cette orbiculaire très petite et sombre, on peut avoir un niveau de confiance assez élevé sur Oplodrina respersa. Alors, c'est une espèce qu'on ne va pas trouver du tout dans le domaine atlantique, qu'on va trouver sur toute la moitié est du pays et qu'on va trouver aussi en zone méditerranéenne, plutôt dans l'arrière-pays, dans la zone collinéenne, voire montagnarde. Voilà. C'est une espèce qui aime bien les milieux chauds et ouverts. N'hésite pas, Piternel, à me dire s'il y a des remarques qui nécessitent des fois des précisions hein, sur ce que j'ai déjà abordé. Donc voilà, je vous parlais d'Oplodrina respersa avec cette histoire d'orbiculaire. Vous avez donc un taxon qui est très proche, qu'on appelle les Caradrina. D'ailleurs, les noms français de certains Oplodrina se nomment Caradrine. Donc c'est très très proche. Et qu'est-ce qui va séparer le genre Caradrina du genre Oplodrina? Il y a plusieurs choses, mais particulièrement trois. C'est que l'orbiculaire, en général, elle est sous forme de point chez les Caradrina, qu'elle va être arrondie et bien formée. Alors attention avec Respersa, mais arrondi et bien formé chez l'ensemble des autres Oplodrina. Vous avez souvent, particulièrement chez des taxons comme Caradrina flavirena ou même Noctivaga, des points blancs hein, qui vont être dans les stigmates, particulièrement dans l'aréniforme. Vous ne trouverez jamais ça chez les Oplodrina. Et puis, vous avez en fait les stigmates, donc aussi bien orbiculaires et réniformes chez Oplodrina, sont toujours en fait entourés d'une bordure claire. Donc ça, c'est ce qui va vraiment séparer les deux groupes, mais ces deux groupes qui ne sont pas évidents. Il y a notamment un taxon qui s'appelle Caradrina morpheus, qui va être très très proche, et ce qui va le séparer des Oplodrina, c'est cette tache orbiculaire qui, même si elle est grosse, elle paraît en fait assez diffuse et elle n'est pas délimitée très nettement. Alors, on arrive vers une espèce que j'appelle souvent une espèce oubliée, c'est Oplodrina hesperica. Elle a été décrite relativement tardivement hein, par rapport aux autres. C'est une espèce
qui a été décrite dans les années 60. Elle est dans le sud de la France, mais sa répartition est encore à affiner. Là, par exemple, récemment, il y a eu des observations par Jean Axer dans le Lot-et-Garonne, donc ils sortent vraiment avec un gros hiatus avec le reste des populations d'Espérica qui sont plutôt sur la bordure, la frange méditerranéenne. Elle est vraiment dans des milieux très secs et chauds. Et c'est une espèce qu'on appelle la caradrine tardive, parce que c'est l'espèce qui va être la plus tardive à émerger parmi les 7 Oplodrina. Elle va émerger à partir d'août et en général, elle va voler au mois d'août. L'idéal, c'est pour la voir, c'est plutôt fin août, début septembre. Donc de août à septembre, c'est une espèce qui va voler à ce moment-là. La difficulté qu'il y a avec Oplodrina hesperica, c'est que finalement, elle est assez proche à la fois d'Ambigua, de Superstes et de Blanda. C'est un petit peu un mélange de tout, sauf pour les ailes postérieures, où on voit que le mâle a les ailes très très claires, et la femelle, par rapport à Blanda et Octogenaria, a des ailes relativement claires aussi. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une bande médiane qui est en général assez forte, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est une espèce qui paraît relativement sombre, avec, comme je disais tout à l'heure, et pourquoi je parlais de Superstes, c'est qu'elle a quelques écailles noires qui sont dispersées. Pas aussi fortement que pour Superstes et pas sur le thorax. Et donc, si vous avez un individu, que vous êtes dans le sud de la France, plutôt au milieu chaud et sec, vous êtes au mois d'août ou au mois de septembre, vous voyez des individus frais, quelque chose qui ressemble à un mélange entre Ambigua blanda et Superstes. Vous pouvez vous poser la question de dire, ah, c'est peut-être Hesperica, et je vais regarder, essayer de conforter en regardant les ailes postérieures pour voir si elles sont claires. Il y a de fortes présomptions qu'on soit sur Oplodrina hesperica. Alors évidemment, pour conforter, on peut avoir de fortes probabilités que, en termes de validation, on peut arriver à un niveau probable avec un ensemble de critères et puis avec des vues très très nettes. Pour aller plus loin, il faut évidemment les génitalia. Alors, je voulais vous parler aussi d'Aoplodrina alzinides, qui est le dernier en fait de la série des Oplodrina, qui a été en fait réhabilité en 2020. C'est une publication dont Jean Axer a participé récemment. En fait, c'est une espèce, Oplodrina alzinides, qui avait été décrite dans les années 1920, qui a été très rapidement en fait mise en synonymie avec Oplodrina octogenaria. Et puis ben voilà, vous avez quasi un siècle d'oubli jusqu'à ce que les études ADN, avec du prélèvement dans plusieurs endroits en Europe, euh, permettent de se rendre compte que parmi les octogenaria, il y avait des espèces, il y avait des individus qui ressortaient fortement avec des distances, des divergences génétiques importantes. Et donc en 2020, il y a une publication qui a réhabilité le taxon Alzinides, avec dans la publication deux mentions sûres pour la France, une dans les Pyrénées-Orientales et une dans les Alpes-Maritimes. Donc, ce qui veut dire que voilà, vous avez une espèce qui vient d'être réhabilitée, un nouveau taxon qui vient dans un groupe déjà compliqué. Ça va nécessiter de rebalayer toutes les données qu'on avait d'octogénaria de montagne pour se poser la question de savoir si ce ne serait pas ce taxon-là. Alors, on l'appelle la caradrine sœur par rapport à la sœur de Hoplodrina octogenaria. C'est une espèce cryptique, donc qui est passée inaperçue pendant pas mal de temps, et dans la plupart des cas, elle est inséparable à l'habitus d'octogenaria, et donc il faut recourir au génitalia, voire à l'ADN. Actuellement, elle est confirmée que dans quelques départements, donc des Pyrénées et des Alpes. Elle était connue en 2020 des Alpes-Maritimes et puis des Pyrénées-Orientales. Maintenant, on la trouve aussi dans les Hautes-Pyrénées. Elle a été confirmée dans les Hautes-Alpes, en Isère. Donc, c'est une espèce qu'on va très probablement, dont la carte va se remplir très très vite, probablement, dans les prochaines années. Je crois que c'est Eric qui disait qu'il l'avait trouvé dans les Hautes-Alpes, c'est ça? Voilà, C'est ça. c'est ça. Alors, si je m'intéresse maintenant dans les différents critères, parce qu'il faut voir en fait l'ensemble de ces éléments comme des critères qui s'ajoutent les uns les autres, est-ce que par exemple la phénologie comparative pourrait être un bon critère clé? Et je peux interroger en tout cas la phénologie, je peux utiliser la phénologie pour interroger nos observations et nos validations. Si je regarde Ambigua, c'est une espèce qui a un large spectre de vol, qui vole très très tôt, donc en 2 générations, et où on peut se dire, ben voilà, peut-être que des Oplodrina en avril, en mars, avril, voire début mai, on a de fortes chances que ce soit elle. Octogenaria, c'est une espèce plutôt estivale, avec un pic en juillet, hein, une espèce de montagne. Et puis on a Blanda, qui est une espèce qui paraît au mois de fin mai, début juin, jusqu'à août, avec un pic en juillet, une vraie estivale. Superstes, plutôt estivale. Respersa, elle peut sortir tôt, mais quand même, on la voit l'été. Alzinides, qui rajoute une difficulté en montagne et qui peut être aussi une estivale. Et puis Esperica, qui est en août-septembre. Et finalement, en fait, ça va
ce critère de phénologie comparative va nous aider peut-être pour Ambigua, va nous aider un peu pour Esperica, mais pas beaucoup pour les autres taxons. Alors, on peut quand même imaginer un petit arbre décisionnel très rapide à se dire, bah voilà, la première étape, je vais regarder la date d'observation. Je vais dire avril, bon, peut-être Ambigua. Je vérifier en mars, avril si je ne me suis pas planté avec Orthosia cerasi. En août, septembre, dans le sud, un Ambigua ou un autre taxon, je vais me poser la question, je vais me dire, ah oui, tiens, peut-être qu'il y a Esperica qui est sorti, un taxon qui est tout frais. Et puis les autres périodes, je vais continuer. L'étape 2, je vais me dire, ah bah tiens, je vais regarder, je suis plus dans cette période-là, je vais regarder les antennes pour conforter. Si j'ai des cils fasciculés qui sont longs, hein, je vais peut-être être plutôt sur Ambigua. Si j'ai les courts, plutôt Superstes. Et puis si j'ai pas de cils qui sont fasciculés, donc ça peut être des femelles des autres taxons, ça peut être les mâles de la majorité des taxons, je vais continuer. Puis après, je vais regarder l'histoire des écailles noires dont on a parlé. Je vais plutôt aller sur Plodrina superstes. En fin de saison et dans la zone méditerranéenne, il faut penser à Esperica. Et puis sinon, je continue. Et puis l'étape 4, ça va être de regarder les points noirs qui sont alignés sur les postes médianes, où je vais pouvoir sortir Respersa. Et puis si c'est non, je vais continuer sur le trio infernal, un autre trio infernal qui est Octogenaria blanda alzinides. Donc il faut bien voir les critères, à la fois les critères visuels, phénologiques, comme des critères d'identification qu'on va essayer de hiérarchiser hein, pour se construire en fait une démarche dans la détermination qui peut être basée sur la phénologie, les antennes, les écailles, les points, la bande médiane et les stigmates comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Avec l'aspect général qui arrive à la fin, ce qu'on va aussi appeler le GIS. Et puis, ben, on va croiser ces critères pour tenter une détermination si on ne passe pas par une étape supplémentaire qui est les génitalia. Voilà. Alors, quand est-ce qu'il faut disséquer? Les génitalia ne vont pas forcément être nécessaires si on se retrouve devant un mâle, par exemple d'Oplodrina ambigua, si on se retrouve devant un Oplodrina superstes très typique ou un Respersa avec des points alignés très typiques. Par contre, ils vont être recommandés, voire obligatoires, en fait, dans deux cas, hein, c'est-à-dire la majorité des cas, c'est quand je vais me retrouver en période d'été plus et aussi quand je vais me retrouver en montagne, voire quand je vais me retrouver dans le sud, et avec des spécimens atypiques, où là je vais devoir aller plus loin, sans quoi en fait mes observations risquent de tomber dans des complexes. Alors, on va parler des génitalia assez rapidement. Je vais plutôt parler des génitalia mâles. On parlera très très peu des génitalia femelles. Pourquoi? Parce que les génitalia, on trouve des critères diagnostiques dans plein de livres. On pourrait très bien utiliser le portail artémisier pour montrer en fait des critères principaux. Là, c'est plus une approche aujourd'hui pour montrer comment on peut s'en sortir et quel est le niveau de difficulté, hein. Qu'est-ce que ça implique les génitalia chez les Oplodrina? Alors, il y a un taxon qui ressort bien du lot, c'est Oplodrina ambigua. Il est très distinctif. Surtout, alors si évidemment, hein, il faut connaître un petit peu les génitalia. Faire ça, ça exige quand même un bon niveau d'expérience. Avec de la pratique, on y arrive, mais c'est pas anodin non plus. Sortir des génitalia, faire de la dissection, ça s'apprend. C'est difficile quand on l'apprend tout seul. Il faut se faire aider. On va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc, n'hésitez pas voilà, à essayer de trouver quelqu'un, un bon binôme qui vous apprendra les génitalia si vous ne connaissez pas. Voilà, et puis on espère qu'à Oreina, on arrivera à organiser des séances régionales sur la dissection à moyen terme. Ouais. Toujours est-il que donc là, vous avez un génitalia mâle, vous avez des valves des deux côtés, puis au milieu, la zone qui est un peu vide, c'était la zone d'emplacement du pénis que vous voyez qui est détachée, que vous allez retrouver en fait sur la droite de la photo. Et sur la droite de la photo, sur le pénis, on voit tout de suite, il y a des grandes, grandes épines, c'est qu'on va appeler des cornutis, hein, des cornutis apicaux qui sont très, très grands et qui permettent tout de suite de le voir et de séparer Oplodrina ambigua des autres Oplodrina. C'est le seul à avoir ça parmi les Oplodrina en France. Et puis après, vous avez tous les autres Oplodrina qui ont plutôt en fait un pénis en configuration assez classique avec ce que vous voyez ici chez Octogenaria blanda, c'est-à-dire vous avez une série d'épines, hein, de cornutis, souvent en paquet, en amas. Et puis quand on va tirer le pénis pour sortir, donc pour sortir en fait l'ensemble de ce qu'il y a à l'intérieur comment de l'enveloppe du pénis, hein, donc évaginé, vous allez voir en fait que ces différents cornutis vont former des paquets et à la fois la disposition de ces paquets, le nombre de cornutis selon les emplacements vont vous donner une idée sur la détermination. Donc là, je vais prendre un exemple pour vous montrer voilà, comment ça marche. Par exemple, sur
Blanda et Octogenaria. Vous avez donc Octogenaria qui est en haut, les photos 1, 2, 3 hein, sur la photo de gauche. Vous avez Blanda qui est en bas, les photos 4, 5, 6. Et en fait, on va compter autour de ce petit diverticule, parce que c'est un petit diverticule ici, un peu plus grand ici, on va compter le nombre d'épines qu'il y a, et selon le nombre qu'il y a, ça va nous donner le nom. Et puis après, vous avez sur les valves d'autres choses, notamment particulièrement ce qu'on appelle la juxta, qui est plutôt en forme de trompette chez Octogenaria, on dit, puis plutôt en forme de cône chez Blanda. Si on veut aller un peu plus loin, chez Esperica, chez Oplodrina esperica, on peut avoir sur les valves des choses assez intéressantes et notamment cette petite excroissance qu'on va appeler la harpe qui va dépasser en fait de la valve, ce qui n'est pas le cas chez la majorité des autres Oplodrina. Plus on va regarder toujours ces fameuses épines. Si on va encore un peu plus loin dans la précision, donc chez Oplodrina alzinides, on va regarder le nombre de groupes et on va compter aussi le nombre d'épines au sein de ces groupes. Euh, je suis planté. Voilà. Alors là, vous avez des génitalia femelles. Je ne vais pas aller très très loin, mais ce qu'on va regarder chez les Oplodrina, chez les femelles, c'est cette partie-là qu'on appelle le ductus bursae, qui est cette partie sclérifiée et qui a des formes différentes selon les espèces. Voilà. Alors, on peut utiliser une autre technique hein, qui va aller plus loin, qui est le barcode. Hein. Donc, on va séquencer en fait un gène hein, qui code pour une protéine, qu'on va, voilà, on va avoir un certain nombre de bases, de paires de bases. Ça va nous donner un code barre et ce code barre, il est censé être différent selon les espèces. Ça marche plutôt bien d'ailleurs chez les Oplodrina et vous voyez des distances en fait génétiques se dessiner entre des taxons. C'est comme ça qu'on a pu du coup conforter la réhabilitation de Oplodrina alzinides. Vous avez par exemple entre ces deux espèces très proches une distance de plus de 3%. En général, 2%, c'est la distance seuil pour donner un bon niveau de confiance pour séparer deux espèces. Donc là, vous avez plus de 3%. Et puis, vous voyez que sur Octogenaria blanda, un duo infernal, vous avez quand même une distance assez importante qui est une distance de plus de 4%. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas le faire, sauf depuis le projet barcoding de Reina hein, où tout le monde peut participer, mais ça reste quand même une manipulation qui est plutôt faite par les professionnels. Mm. Donc, on a vu les confusions entre Esoplodrina et Caradrina, je ne reviens pas dessus. On a vu les confusions sur Ambigua, Oplodrina ambigua avec Orthosia cerasi. On a une confusion, on peut avoir un niveau de confusion, et là, c'est des tableaux en fait de synthèse entre Oplodrina octogenaria et Blanda, hein, ce duo impossible, et vous avez quelques critères de séparation avec les limites. Je vous les ai mentionnés ici parce que vous pourrez y revenir régulièrement. Ce diaporama, il sera téléchargeable hein, sur le site internet. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là tout de suite, mais voilà, vous avez aussi bien des critères de séparation sur l'histoire de la bande médiane, l'aspect général que les génitalia. Vous avez si vous regardez, vous continuez de regarder entre Octogenaria et Blanda. Et si on veut essayer de se faire un petit arbre décisionnel pratique, eh ben, on va regarder ces aspects de phénologie, cette bande médiane, si elle est absente ou présente. Si l'aspect il est très lisse ou très rugueux, on va regarder sa bande médiane, si elle est pas absente, si elle est absente, ça peut être Blanda, si elle est nette et présente, ça peut être Octogenaria. Si elle est ambiguë ou qu'on a critères contradictoires en termes de validation, on peut arriver facilement sur du douteux ou du non réalisable. Et puis la solution, bah, c'est soit de saisir au niveau du complexe, soit d'essayer de faire les génitalia. Et pour les validateurs, avoir des critères nets et cohérents mais sans génitalia, ça ne nous permet pas de valider autrement que sur du probable. Et ça arrive souvent que sur Artémisier, par exemple, on valide une observation avec un bon niveau de confiance parce qu'on a des bons critères et une bonne photo qui est bien nette, mais tant qu'on n'a pas le génitalia sur un certain nombre de taxons au sein du genre Oplodrina, on ne pourra quand même pas, de manière rigoureuse, aller plus loin que le niveau probable. Et on pourra surtout, du coup, ça implique, c'est de ne jamais pouvoir valider au niveau 1, donc certains très probables sans ça. Donc il faut pouvoir l'accepter. Un autre groupe de confusion, on l'a vu tout à l'heure, c'était Octogenaria avec Alzinides. Hein, donc là, c'est le duo infernal de montagne, plutôt Pyrénées-Alpes, mais à voir sur toutes les montagnes parce que potentiellement, il pourrait être ailleurs. Et là, on ne pourra jamais aller très très loin si on ne regarde pas les génitalia, voir si on ne fait pas du barcode ADN.
Alors, quand une donnée elle arrive sur Artemisia, en fait, on a vraiment trois types de données qui vont arriver. On a ce qu'on va appeler le niveau 1, c'est la photo seule. C'est-à-dire qu'on va avoir une donnée avec une seule photo, souvent la photo de l'adulte de dessus, une photo d'un individu qui est posé, qui est la plupart du temps c'est 60% de nos données, même plus, et on va pouvoir valider que sur les critères externes. Donc forcément, ça va être très limité. Et puis, on commence à voir de plus en plus, je trouve depuis l'an dernier, à avoir beaucoup plus de photos avec des génitalia. Donc on a la photo de l'adulte, la photo du génitalia associé. Ça représente pour l'instant un peu moins de 5%. Et là, on peut arriver à un niveau de validation avec une certitude maximale. Et puis, on a un autre niveau qui est compliqué, c'est une donnée sans photo. Du coup, le validateur n'est pas déterminateur en même temps puisqu'il n'a pas de photo, mais il va donner un niveau de probabilité et de confiance par rapport à cette donnée-là. Et là, il va croiser plein d'informations et notamment ce qu'on appelle les métadonnées, qui est notamment l'altitude, la phénologie, un certain nombre de paramètres qui vont nous aiguiller, notamment la répartition géographique. Mais on ne pourra pas aller très très loin en termes de validation. Et ce qu'on aimerait avec ces labos Lépido, c'est d'arriver en fait à ce type de tableau, c'est-à-dire avoir une grille de décision des validateurs. On a essayé de couvrir en fait l'ensemble des problématiques autour d'un genre, d'un complexe d'espèces. Voilà, par exemple, si on nous donne une observation de Hoplodrina ambigua, quand est-ce que je peux valider en très probable, quand est-ce que je peux valider en probable, quand est-ce que je dois la rejeter, hein, et qu'est-ce que je dois regarder. Et l'idée de ces labos lipidos, c'est de pouvoir construire ça dans un second temps. Alors, il ne faut pas hésiter, et surtout pas à proposer des complexes, c'est pas très grave et c'est pas un échec non plus. C'est aussi des fois une incapacité à aller plus loin pour diverses raisons, soit parce que, par exemple, les génitalia, on n'a jamais fait, soit parce qu'on n'a pas la possibilité de prélever l'échantillon, soit parce qu'on ne souhaite pas non plus le prélever. Et donc, on peut très bien, dès le départ, hein, pour éviter de proposer un nom d'espèce obligatoirement, c'est proposer directement un nom de complexe. D'accord? C'est une approche qu'on va considérer comme scientifiquement rigoureuse et c'est une bonne pratique qui est intéressante parce que ça fait gagner beaucoup de temps aussi, ce type de pratique, aux validateurs. Voilà. Alors, quand proposer un complexe, ça peut être une zone géographique à risque, hein, on parlait tout à l'heure dans la montagne avec Alzinides, ça peut être des critères morphologiques un peu ambigus, ça peut être une photo de qualité qui est insuffisante. Ça peut être des critères des fois qui sont contradictoires. On va avoir par exemple un aspect lisse avec une forte bande médiane. Mince, on a un peu d'octogénaria et un peu de blanda. Et puis, ça peut être aussi l'observateur qui de lui-même va dire, ouais, j'ai un gros doute, je le saisis à ça. Et puis éventuellement, le validateur le repêche s'il a un bon niveau de confiance et qu'il peut aller plus loin que le complexe. Alors, j'ai quatre cas pratiques à vous présenter. Juste pour illustrer, on imagine une date d'observation, on est le 18 avril à Puy-Moyen, donc on est en Charente, ah, donc en plaine, et l'observateur nous a dit que c'était Hoplodrina ambigua. On a des antennes qui sont non visibles, on a des stigmates qui sont larges, et on a une ligne submarginale, avec une faute, en zigzag. D'accord? L'analyse que je vais faire, c'est quoi? C'est avril, c'est compatible avec ambigua. Il y a un risque de cérasie, mais je vois que la ligne marginale, elle est en zigzag, donc on est plutôt sur Hoplodrina. Par contre, les antennes sont manquantes, donc si ça avait été un mâle, j'aurais pu aller un petit peu plus loin si la photo avait été de bonne qualité. Mais je vais quand même pouvoir décider de valider en probable, hein, c'est compatible, après avoir vérifié que ce n'était pas Orthosia cerasie. Le cas pratique 2, c'est j'ai une observation donc d'Oplodrina octogenaria. Là, je suis au col de la Cayolle. On est à 2000 mètres dans les Alpes-Maritimes. On est au mois de juillet en période estivale. C'est la période critique. On peut avoir plein de possibilités. Donc, avec une alerte, parce qu'on est dans la zone aussi d'Alzinides, hein, qui vient d'être découvert en 2020. Donc là, la décision, c'est de proposer à l'observateur de dire, bah, soit tu saisis au genre, parce que même moi, j'arrive pas à voir si on est que dans le complexe Alzinides octogenaria ou si on est en plus avec Blanda. Et donc, j'ai deux possibilités, soit je saisis au complexe, soit au genre. Un autre cas, je suis sur une observation d'Oplodrina superstes à Blandas, dans le Gard, et je suis fin août. Les critères, je vois des écailles noires, un aspect brun sombre, et puis août, je me dis que c'est tardif. L'aspect brun sombre, ça va plutôt dans le sens d'Esperica. On est en août dans le sud, c'est aussi la période de ce fameux oublié qu'est Esperica. Superstès, c'est plutôt en juin-juillet, et puis je vais aller regarder plus loin l'étendue de ces écailles, voir si c'est de manière très diffuse et ponctuelle ou si c'est plus important. Si j'ai plus d'informations, je vais peut-être même regarder, voir s'il y a des points noirs. Et puis, bah voilà, là, on va avoir deux possibilités, c'est soit de mettre Hoplodrina sp, soit le complexe Superstes esperica.
Et le dernier cas, c'est je suis en Haute-Vienne en mi-juillet avec une proposition d'octogénariat. J'ai une bande médiane qui est absente. Je vois rien du tout. J'ai un aspect lisse illustré, pardon. Et puis un fond qui est un peu brun sombre. La bande absente, elle va pas plus dans le sens d'octogénaria parce qu'elle est toujours visible. Lisse, ça fait plutôt penser à quelque chose comme Oplodrina blanda. On est pour l'instant en dehors de la zone d'alzinides, mais rien ne nous dit quand même qu'il n'y est pas. Donc, je vais quand même proposer en tant que validateur de corriger en blanda et en donnant une possibilité, enfin en donnant un niveau de validité qui est probable. Voilà. Je vous ai mis le top 10 des erreurs. C'est les premières, je vais les lister assez rapidement. C'est de confondre Ambigua et Serasi. Deux, c'est d'ignorer la phénologie. Ensuite, c'est de ne pas regarder cette histoire de bande médiane qui est un bon critère. D'oublier Esperica dans le sud. De valider Octogénaria en montagne. De regarder qu'un seul critère. De faire une photo floue. De négliger l'altitude. Et puis de ne pas mettre de commentaires associés. Et surtout, d'hésiter à mettre SP. Voilà. Vous avez les messages clés, là j'ai repris juste dans cette diapo les 10 messages clés, mais qui reprennent finalement tout ce qu'on s'est dit, c'est une synthèse très très générale. Et puis je voulais juste aborder avec vous les bonnes pratiques, hein, aussi bien pour les observateurs que les validateurs. On l'a dit, mais c'est important de le redire. Pour les observateurs, c'est de bien photographier les antennes, ça va être intéressant pour les mâles. C'est d'essayer aussi d'identifier le sexe, hein, parce que ça peut vous aider. Si vous savez que c'est une femelle, vous n'allez pas aller plus loin pour, par exemple, essayer de photographier les antennes, mais c'est important d'indiquer dans votre observation que vous avez vu une femelle. Voilà. Si possible, c'est de faire des photos des ailes postérieures. Quand vous avez un doute, c'est de mettre SP, hein, au rang de genre. Si le génitalia est disponible, faites pas que le dire, hein, ajoutez la photo du génitalia à l'observation, ça c'est important, parce que un génitalia, ça se détermine comme un adulte. Et puis, essayez de conserver les spécimens qui semblent difficiles, parce que ben, peut-être que quelqu'un, si vous, par exemple, vous n'avez pas fait les génitalia, quelqu'un pourrait vous aider pour le faire. Voilà. Ou vous pourriez très bien les faire dans les années qui suivent. Et pour les validateurs, c'est d'essayer d'encourager à faire du génitalia. Demander des avis d'autres validateurs. Entre validateurs, on a des discussions entre nous qui sortent des interactions avec l'observateur, qui permettent de nous rassurer ou de se poser un certain nombre de questions. Ça, c'est intéressant ce partage-là. Si possible, de commenter le retour de validation, mais je sais que c'est très chronophage et on ne peut pas l'imposer aux validateurs qui regardent des dizaines et des dizaines de données par jour. Et puis d'être pédagogue, là aussi, je pense que la plupart les essayent, mais voilà, ça prend aussi du temps. Quelques ressources essentielles, Artemisier, vous connaissez. L'Epiforum, vous devez connaître. Yucamos, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas toute la faune, mais pour la faune du Nord, il y a des éléments très très intéressants. Et il y a aussi, associé à ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié, il y a Dissection Mos, qui est un groupe voilà, de dissection, un partage en fait de photos de génitalia avec souvent les critères qui sont illustrés, et puis c'est des photos d'excellente qualité. Et puis quelques publications, une grande partie en fait de ce des discussions d'aujourd'hui sont liées voilà, à ce qui a déjà été écrit dans la série des Noctuidae Europae, dans le volume 9. Je vous ai mis juste UMR Real à aller lire parce que c'est la publication qui a permis de réhabiliter Oplodrina alzinides. Et puis le contact, maintenant, vous le connaissez. Vous avez ici quelques astuces mnémotechniques, hein, pour essayer de, voilà, Ambigua en avril, Octogénaria avec la bande, Respersa avec la rangée, les points noirs alignés, Esperica espère le soir pour, voilà, pour l'aspect tardif dans la saison. Bref, vous pourrez regarder ça, ça peut servir. Et puis ce qui est important, hein, c'est que le doute, c'est une preuve d'honnêteté scientifique. Et donc, il ne faut pas hésiter à douter. Voilà, bah, je vous remercie. Ce que j'ai Merci beaucoup, oublié, David. ouais, Ah, pardon, vas-y, Piternel, c'est que je pardon. voulais remercier aussi tous les photographes parce que la majorité, l'essentiel des photos, c'est des photos qui viennent du portail Artemisier. Et je trouve qu'on monte aussi en compétences et en puissance sur Artemisier sur les photos, particulièrement les photos de collection et puis les photos Genitalia qui sont de mieux en mieux. Et quand on en fait, on sait la difficulté que c'est à faire des bonnes photos. Donc merci à vous, c'est grâce à ça aussi qu'on peut illustrer et produire ce type d'outils. Oui, merci. Merci beaucoup et merci, David. Je vais passer sur les questions qui ont été posées dans la conversation. Et entre-temps, je vais aussi poster le lien vers le quiz.
pendant qu'on répond aux questions. Donc, je vais remonter. Le premier, il vient d'Armel Jost. Pour différencier mâle-femelle de Blanda et Octogenaria sur le terrain, est-ce que c'est avec les motifs du papillon ou il existe d'autres astuces comme des touffes androconiales, etc. J'ai l'impression que les ailes postérieures sont plus fumées chez les femelles. Il y a une question aussi plus tard sur comment identifier le sexe de Frédéric Vivien. Ouais, alors ça c'est compliqué, hein. C'est une question qui est récurrente. En fait, les ailes postérieures n'aident pas beaucoup parce que quand on est sur le terrain, on n'a souvent qu'un individu et on ne peut pas comparer par rapport à un autre. Et si vous n'avez pas une vision un peu globale du groupe, se dire que les ailes sont enfumées plutôt, mais plus claires comme un mâle ou ou plus enfumées comme une femelle, c'est difficile. La seule chose, c'est de l'avoir au repos et de regarder le corps et notamment le bout du corps. Le mâle a des grandes touffes et de longs poils autour des valves, hein, qui protègent les valves. La femelle a plutôt un corps rond et pointu. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Mais on se plante. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de mettre sous l'abino quelque chose que je croyais être un mâle et puis c'était une femelle. Donc ça arrive de se planter. Après, quand une femelle, elle a peu pondu, elle a souvent un gros corps un peu rondouillard et avec un bout du corps qui est en pointe, le bout de l'abdomen en pointe. Mais en tout cas, les ailes postérieures n'aident pas beaucoup. Merci. Notre question, peux-tu nous dire si elles sont oligophages? Si oui, quelles espèces végétales ou polyphages? Alors, quasi tous sont polyphages. Et vu la difficulté de détermination des chenilles, en fait, on connaît assez peu les plantes hôtes larvaires qui sont consommées dans la nature. On sait ce qu'elles consomment en élevage, et souvent, en fait, on peut leur donner, notamment le pissenlit, ça marche très bien pour une grande partie de ces Oplodrina en élevage. Par contre, elles vont manger un large panel de plantes qu'on appelle souvent, on dit plantes basses. D'ailleurs, vous verrez souvent dans les livres plantes basses. Et en fait, on ne sait pas trop. Et d'ailleurs, c'est une grosse difficulté, c'est qu'on voit, par exemple, des chenilles d'Oplodrina dans le jardin, on en voit régulièrement, notamment l'hiver, hein, parce qu'elles vont passer une partie de l'hiver cachée, à sortie de l'hiver. Et en dehors d'Oplodrina ambigua, qui se détermine assez bien au niveau chenille, toutes les autres se déterminent mal. Donc, si vous n'arrivez pas, si vous n'allez pas jusqu'au bout de l'élevage, c'est difficile de savoir ce que c'est comme espèce. Donc, polyphage et plantes basses. Merci. Alors, les critères de génétalia seront abordés. Oui, il en a parlé. Eric Drouet, c'était sur le diapo arbre décisionnel. C'était marqué cils et il a demandé cils ou antenne. J'imagine que c'était cils. Alors, sur Sur l'arbre le, décisionnel, sur le premier des deux. Donc, celui-là, là. Oui, non, c'était. Non? c'était marqué arbre décisionnel et c'était qu'est-ce qu'on regarde à quel niveau. Bah, je sais pas si Eric, 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 t'es là. si tu veux Oui. mettre plus de détails dans le commentaire, on va le dire, c'est plus facile. Jérémy Destenave a demandé, j'ai contacté une Oplodrina en Dordogne le 2 octobre. Est-ce qu'il y a des chances que je me sois trompée de genre? De genre, le 2 octobre, bah, non, je pense pas trop. Et par contre, ce qui serait intéressant, c'est 2 octobre, ça fait très tard pour un Oplodrina. En fait, la seule qui a vraiment deux générations bien distinctes, c'est Oplodrina ambigua. Et Blanda, il y a probablement deux générations dans une partie, deux générations partielles dans une partie de la France. Mais quand on a une espèce en octobre, là, on va plus loin que août-septembre. En fait, il y a de fortes probabilités même que, enfin, ça vaudrait le coup de regarder que ce ne soit pas Oplodrina esperica. Ok, bah là je pense qu'on a couvert toutes les questions qu'il y a dans le commentaire. Ah non, il y en a un autre. Alain, oh, ça a remonté. Sur Artemisiae, c'est Blanda qui a la bande médiane sombre et qui passe par la réniforme dans la description. Ici, c'est mentionné pour Octogenaria, en interrogation. Oui, en fait, Blanda, c'est ce que je disais à un moment et vous l'avez peut-être vu dans la présentation, c'est que en fait, quand vous avez une bande médiane qui est absente, c'est jamais pour Octogenaria. Par contre, quand elle est présente, ça peut être les deux. Voilà. Et la bande sombre d'Octogenaria est beaucoup plus visible et surtout, c'est qu'elle est complète par rapport à celle de Blanda. Voilà.
Donc vous vous retrouvez avec un individu, vous voyez pas si c'est lisse ou si c'est rugueux, vous appréhendez pas trop ce critère, et puis vous avez en fait une bande médiane avec une teinte un peu brun chaud, et ben vous avez la possibilité que ce soit octogénaria comme Blanda. Mais vraiment, Blanda, c'est le seul entre les deux qui a la possibilité d'avoir une bande médiane absente. Merci. Léandre, il pose une question. Il dit question pratique. En validation sans génétalia, est-ce que c'est probable au maximum? Ou alors, lorsqu'il y a des jolies photos avec des antennes, on peut aller jusqu'à très probable. Ben, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est en pratique, c'est probable pour tout, sauf pour tout, sauf pour les critères qui sont diagnostiques, donc ambigua, un mâle en ayant le détail des antennes, et superstes et respersa en ayant en plus les postérieurs et les points noirs qui sont bien dessinés. Mais en dehors de ça, tout le reste, ça implique que si j'ai pas de génitalia, on peut pas aller plus loin que probable. Et, euh, et typiquement, donc un ambigua, un Oplodrina ambigua au mois d'avril où on verrait pas ce critère diagnostique des antennes et on verrait pas les postérieurs, on peut pas aller plus loin que probable. Super. Alors, Jérémy Dessenab vient de poser la question si on pourrait avoir accès au diaporama. Alors déjà, tout ça c'est enregistré, donc ça va aller sur la page YouTube. Donc ça pourrait être pour regarder, on verra le diaporama. Et pour le partage du diaporama, David. Oui, oui. Bah, le diaporama, on le partagera sur je sais pas où, en fait, sur le site de Reina, à voir où il va se positionner. Je pense que c'est important. Et puis, je sais pas si vous avez vu Piternel vous envoyer le lien d'un quiz. C'est juste 10 petites questions, en fait, récapitulatives. Vous y allez ou pas, mais ça peut être intéressant de faire le test. Et ça aussi, ce quiz-là, on le mettra quelque part, à voir où. Mais donc, il y aura la chaîne YouTube et puis il y aura le diaporama indépendamment du blabla. Hein. Il y aura Super. le diaporama comme ça, vous pourrez vous en servir comme support. Oui. Alors, il ne faut pas hésiter à aller regarder sur le site web Oreina. Maintenant, on a une page actualité où on peut poster des informations. Il y avait une question dans questions-réponses par rapport à poster des... J'ai perdu la question. Par rapport à poster une page ou un article sur différents modes de chasse ou de capture. Et c'est quelque chose qu'on pourrait voir, qu'on pourrait faire, mais plus probablement sur la page orena.org. Il ne faut pas hésiter à aller voir là-bas. Et oui, donc tout ça, ça va être disponible. Et le quiz, je l'ai mis dans le commentaire et je l'ai épinglé. Donc normalement, vous le voyez tous et aussi, on va le partager après. Et on espère que vous avez bien profité et aussi peut-être que ça vous a motivé déjà pour l'identification, pour tout, mais aussi si vous avez un groupe, un genre ou une complexe que vous connaissez bien, que vous avez envie de partager, il ne faut pas hésiter à venir vers moi. Je vais remettre mon email Mm. dans le commentaire et c'est disponible en ligne. Et vous pourrez me contacter. On peut voir pour faire aussi une présentation ensemble à un futur Labo Lépido. Je vois qu'il y a d'autres questions. Je viens d'ouvrir là Ah, la question-réponse. Il y a ah oui, il y a eu un nouveau. Pour les Maël qui. génitalias mâles, comment Ouais. on dévagine les déhanches pour voir les fornutis de Maël Poméret. Eh ben, il faut couper d'un côté parce que c'est quasi fermé. Et puis, en fait, on injecte un liquide. En fait, on fait pression pour faire ressortir de l'autre côté l'ensemble de ce qu'il y a, donc les cornutis et tout ce qu'il y a à l'intérieur là, de cette vésica. C'est une manipulation qui est qui est pas très simple, quoi. Voilà. Mais si vous n'arrivez pas à ça, vous pouvez toujours aussi, avec un microscalpel, on peut toujours ouvrir pour voir les cornutis, parce que ce qui est important, en fait, c'est de pouvoir les compter. Romain Planchot demande quel liquide? Est-ce que c'est l'alcool? Alors, le plus simple, en fait, au départ, sans vouloir faire ça avec une micro-seringue, c'est que vous pouvez, avec deux pinces, en fait, tirer. Hein. Ah ben voilà, c'est ce que dit Eric. Vous tirez, en fait, avec des pinces fines et pour sortir, justement, l'ensemble du contenu. D'accord, du pénis. Sinon, vous pouvez même le faire avec faire pression en fait avec de l'eau, ça marche aussi. Voilà. Mais il y a des espèces où c'est beaucoup plus compliqué. Je sais pas pourquoi. Pourtant c'est pas accroché. C'est beaucoup plus compliqué de le faire. Mais là, c'est des individus. Enfin, c'est des espèces qui sont relativement grosses. Et donc, bon, c'est relativement facile à faire par rapport à d'autres groupes.
pense Et qu'il y a avec des, pas des souvent. aiguilles des seringues à insuline, ça marche très bien pour pour ces taxons-là. Bon, merci. C'est le premier labo Lépido. Il y en aura d'autres. Et pour les autres, ce ne sera pas moi, hein. Donc, il va falloir qu'on trouve des gens, des bonnes âmes. Il faut surtout pas hésiter en fait à proposer. Si vous n'êtes pas forcément d'être là en mode expert, mais vous pouvez très bien en fait affiner quelques recherches pendant quelques semaines, quelques mois, pour proposer quelque chose dans un prochain labo Lépido. Hein, c'est une démarche qui peut être aussi intéressante, c'est qu'en même temps, on monte personnellement en compétences et puis on partage ce qu'on a appris sur un groupe donné. Oui, tout à fait, tout à fait et ça peut être aussi à différents niveaux pour, heu, pour présenter à différents niveaux d'identification. Donc c Mm, oui. Armel, je propose qu'on échange en dehors après, si ça te va, juste dans la foulée. OK, bah, super. Merci beaucoup à tout le monde, à une prochaine fois et voilà. Encore une fois, il faut pas hésiter à prendre contact avec moi, on ne sait pas encore ce que c'est que ça va être le prochain groupe en labo Lépido, Mm. donc faut pas hésiter à venir vers nous avec des idées ou des propositions. Ouais, et puis n'hésitez pas, hein, si vous voyez des améliorations à apporter, c'est le premier, hein, on est en phase de test. Voilà, on essuie les plâtres aujourd'hui. Donc, si vous voyez des idées pour que ce soit plus interactif, pour des propositions différentes, si vous avez été frustré par une partie de la présentation, n'hésitez pas à le dire, hein. Il faut que ça nous serve à tous. Eh ben, merci à tous et bonne soirée. Merci. Merci.